auditrices, chers auditeurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter la 5e conférence de la 26e saison des Découvrades du Soleil, organisée par l'association Instant Science, association de diffusion et de rayonnement de la culture scientifique, technologique et industrielle en Occitanie. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur son nouveau site, sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour découvrir son actualité et visualiser ses actions. Ce soir, nous allons découvrir la reproduction en facsimilé des grottes ornées. Notre conférencier, Gilles Tosello, nous expliquera comment les sciences viennent au service de la reproduction artistique de peintures de la préhistoire. Je vais vous présenter en quelques mots Gilles Tosello, qui est bien connu de nous et des passionnés de cette période. Il est chercheur associé au Centre de recherche sur l'art préhistorique Cartaillac à Toulouse. Il est aussi membre de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Il a la particularité d'avoir suivi une double formation qui trouve son accomplissement dans ce qu'il va nous raconter ce soir. D'une part, il est diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et c'est dans ce cadre qu'il se tourne vers la préhistoire, porté par la passion que lui a transmise un de ses professeurs. C'est ainsi qu'il soutient à la suite une thèse en Sorbonne sur l'art pariétal. Mais c'est ainsi que, avec cette double spécialité, il est devenu un spécialiste renommé des grottes ornées et de leur reproduction. Et donc, c'est ce qu'il va nous raconter tout de suite. Maintenant, Gilles Tosello, à vous, nous sommes impatients et heureux de vous écouter. Je vous laisse la parole. Bien, bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Je remercie bien sûr l'association de m'avoir invité dans ce prestigieux palmarès d'intervenir très modestement sur ce sujet que je connais assez bien. Et donc, je vais sans tarder commencer mon exposé. Voilà. Donc, qui s'intitule L'art de la préhistoire, de la recherche à la réplique, et toujours dans ce dialogue entre la science et l'art, particulièrement bien appliqué, si on peut dire, au domaine des facsimilés de l'art préhistorique. Puisque les grottes ornées, l'art de la préhistoire, qui est assez connu, bien connu du public, est malheureusement un héritage extrêmement, on va dire, sensible, fragile, et qui a subi depuis un peu plus d'un siècle qu'on les connaît, de graves dommages. Elles ont été souvent très abîmées, beaucoup plus que en un siècle, elles ont beaucoup plus souffert, on va dire, que parfois en 30 000 ans d'âge. Là, vous avez par exemple une illustration de la grotte de Lascaux, tristement célèbre, puisque ça a été la première, on va dire, la plus célèbre et la plus marquée, par un nombre excessif de visites, des travaux d'aménagement qui avaient complètement ici modifié l'intérieur du site, et donc des problèmes de contamination par des bactéries, par des champignons, qui ont impliqué des traitements vraiment de cheval, des traitements très forts. Et on peut dire que la grotte est toujours en sursis. Elle est tirée d'affaire, mais pour combien de temps? Mais il y a d'autres facteurs qui sont hélas des menaces pour ces sites-là. L'un des plus étonnants, des plus inattendus est la remontée du niveau de la mer, due au réchauffement climatique, mais enclenché, on va dire, depuis la fin de la glaciation, depuis plus de 10 000 ans. L'exemple le plus fameux, c'est la grotte Cosquer, qui aujourd'hui est une grotte sous-marine, enfin ce qu'il en reste. Comme vous voyez ici, son entrée d'origine, elle est à 37 mètres sous l'eau. Et donc, elle est bien entendu inaccessible, à part posséder un brevet de plongée, ce qui évidemment n'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a aussi des phénomènes tout à fait naturels qui se produisent dans les grottes, comme ici dans la grotte Chauvet, qui est une grotte extrêmement bien conservée, en général, sauf que par moment, on voit que la nature elle-même intervient, et si on peut dire, pour cacher, pour reprendre un peu ses droits sur le travail des hommes préhistoriques. Et donc, en déposant, par exemple, ces films de calcite, ces grosses quantités de concrétions qui sont absolument magnifiques,
mais qui, malheureusement, à terme, vont finir par recouvrir complètement les peintures. Et enfin, on va dire, une des causes les plus banales, c'est la bêtise humaine, le vandalisme, comme là on voit sur cette petite grotte espagnole, hein, qui n'est pas une grotte visitée par le public, mais dans laquelle des petits malins sont allés évidemment écrire leur nom sur ces grandes peintures préhistoriques en dessous. Et donc, c'est un peu, encore une fois, c'est un artiste célèbre, Banksy, qui a fait ce graffiti ou ce pochoir sur un des murs de Londres et qui, finalement, représente assez bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est une sorte d'effacement, hein, au moins partiel, de cet art multimillénaire qui est extrêmement précieux, hein, dans l'histoire de l'humanité, le plus ancien art de l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Alors, je vais maintenant vous exposer à la suite de ce constat, on va dire, assez triste et alarmant. Il est évident que c'est déjà le cas, mais ça va être de plus en plus le cas dans l'avenir. Les grottes vont se fermer au tourisme, on va dire, de masse, au tourisme nombreux. Donc, il va être de plus en plus difficile de se rendre dans une grotte pour la visiter. Et donc, l'une des solutions que peut-être la plus complète, la plus élégante, la plus honnête, qu'on peut proposer au public qui ne pourra pas toujours assister en direct, on va dire, à voir en direct ces œuvres, c'est de proposer ce qu'on appelle des répliques ou des facsimilés, qui consistent en fait à reproduire un site dans son intégralité, c'est rarement le cas, parce que souvent les grottes sont trop grandes, mais on va dire au moins d'essayer d'en restituer le plus possible l'identité, l'ambiance, la personnalité, à la fois dans les dessins, bien sûr, la reproduction des dessins, mais aussi dans le relief, les concrétions, les ambiances, l'humidité géologique, enfin tout ce qui fait la grotte naturelle, avec en plus les dessins, hein, l'apport humain à l'intérieur. Le premier cas auquel j'ai participé, c'est celui de la grotte Chauvet. Alors, la grotte Chauvet, c'est une des plus anciennes grottes ornées, hein, en Europe et peut-être dans le monde. C'est une grotte extrêmement importante qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'années, qui est en Ardèche, hein, qui recèle au moins 500 peintures et dessins d'animaux, mais certainement plus. On est toujours en train de l'étudier et on continue toujours à faire de nouvelles découvertes. Il y a aussi des empreintes de mains, il y a des ossements d'ours des cavernes, c'est une caverne extrêmement riche. Et donc, c'est la plus ancienne en Europe, hein, de cette importance, puisqu'elle a, en moyenne, sur plusieurs dessins, maintenant on en a une bonne vingtaine, et ça se confirme, c'est autour de 36 000 ans avant nous. C'est donc extrêmement ancien. C'est dans un cadre magnifique, hein, c'est dans les gorges de l'Ardèche, dans une réserve naturelle, à côté là vous avez le pont d'Arc, pour ceux qui connaissent, cette arche naturelle sur la rivière. Et là, nous avons eu, dans les années 2012 à 2014, eu la chance de pouvoir donc reproduire ces deux ensembles-là, qui sont parmi les plus prestigieux de la grotte. Il y a le panneau des chevaux en haut, ici, et le panneau des lions en bas, qui sont localisés dans deux salles différentes de la grotte, et qui sont, on va dire, qui portent très fort l'identité, hein, culturelle de ce site. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je suis seul à parler, mais une aventure de ce type, c'est forcément collectif. Hein, et pour répondre à cet appel d'offres, on s'est groupé à plusieurs intervenants, plusieurs entreprises de toute taille. Vous verrez sur ce schéma-là qu'il y a des représentants du groupe Vinci, hein, qui est donc une grosse multinationale, avec des tout petits artisans comme Archéos ici dans le Périgord, ou moi-même qui était là, ou encore Décodiffusion qui était mon associé partenaire sur cette entreprise. Et vous voyez que sur la gauche de l'écran, la grotte Chauvet ici se déployait, hein, dans son développement complet, c'est-à-dire presque 250 mètres de long, hein, 9000 mètres carrés au sol, alors que la réplique, on va dire
budgétairement et économiquement parlant, le bâtiment n'a pu faire que 3500 mètres carrés, ce qui est déjà beaucoup, et 70 mètres de parcours qu'il a fallu adapter à cette nouvelle. En fait, c'est une sorte, il faut recréer une grotte pour essayer de restituer au mieux le site original. Alors là, vous avez le site de la réplique qui est ici, ce bâtiment circulaire, avec d'autres équipements annexes. Ça, c'est à l'époque du chantier. Et ça, c'est une photo donc de travail à l'atelier où nous avions environ 200 mètres carrés de dessins à reproduire. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'évidemment, autrefois, on faisait des copies de grottes, on va dire, à vue, comme ça, avec des photos, etc. Mais là, aujourd'hui, on dispose d'un outil qui est extrêmement performant, qui est la 3D. Et donc, ça commence, ce qui était déjà disponible pour la grotte Chauvet, c'était l'enregistrement complet en 3D, ce qu'on appelle ici le nuage de points, que vous voyez en haut à gauche. Il est ensuite triangulé, c'est-à-dire qu'on relie les points entre eux, à chaque fois par une droite, qui crée des triangles et des facettes, qu'on va pouvoir ensuite, en quelque sorte, remplir par une surface, et ensuite, cette surface est texturée, c'est-à-dire recouverte avec des photos prises dans la grotte. Donc, on a une sorte de clone numérique de la grotte, de ces différentes parties qui peut être extrêmement précis, inférieur au millimètre, la précision, et quand c'est nécessaire. Et donc, ça nous a été extrêmement utile, parce que qui dit fichier numérique dit la possibilité de l'utiliser pour piloter une machine. Là, vous l'avez à gauche, là, pardon. C'est donc une fraiseuse numérique qui est un outil qui permet, comme une sorte de perceuse avec plusieurs axes, qui permet de sculpter des blocs de mousse de haute densité, à partir desquels c'est une première approche des parois qui est ensuite reproduite par moulage, tirage et ensuite assemblage de ces coques qui forment donc, vous avez ici là, la paroi de panneau des chevaux qui est en cours d'assemblage, mais qui bien sûr est vierge. Et il faut ensuite commencer à la mettre en teinte. On a évidemment pu, dans le cadre aussi de ce projet, utiliser, puisque moi je fais partie, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, je fais partie de l'équipe scientifique de la Grotte Chauvet, donc j'avais la possibilité d'avoir accès à toute cette documentation. Et donc, ça nous a permis d'avoir beaucoup de photographies des panneaux, puisque la 3D n'est pas, on s'en doute, n'est pas suffisante pour faire absolument tout. Il est bien d'avoir plusieurs lumières, plusieurs cadrages, plusieurs angles de vue des mêmes sujets. Et ça nous a permis, par exemple, de comprendre, moi, ça m'a permis de comprendre aussi ce qui se passe sur le panneau avant de commencer à le reproduire, en quelque sorte, de faire une sorte de pré-étude, entre guillemets, qui permet de comprendre la succession des phases et donc ensuite d'être mieux à même de le reproduire en atelier. Là, vous voyez par exemple des traces rougeâtres qui sont dans ce panneau donc, de la salle du fond, ce panneau avec ces magnifiques lions noirs et ces rhinocéros et ce renne. Donc on voit qu'il y a des peintures qui sont rouges beaucoup moins visibles que les noirs. Et donc là, c'est le traitement d'image, le traitement infographique de l'image par ordinateur qui permet, grâce à des filtres, d'isoler, par exemple, les rouges en supprimant complètement les noirs et de les renforcer, donc de permettre une meilleure lecture, ce qui permet ensuite, m'a donné cette vision étonnante dans l'atelier, on remonte un peu le temps et on se situe avant que les figures noires soient dessinées, donc à cette étape-là. Et ensuite, bien sûr, il a fallu terminer le panneau, en quelque sorte, et recouvrir exactement avec le même processus que ce qui s'est passé dans la réalité. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé au niveau des dessins? Eh bien, des dessins, vu que les dessins, s'il y a eu des possibilités de faire des adaptations au carbone 14, c'est que le pigment, le noir qui a permis de dessiner les animaux, est constitué de charbon de bois. Et donc, ce charbon, on a même pu déterminer l'espèce, c'est du pin sylvestre, donc vous avez ici un exemplaire. C'est une espèce qui existe encore, qui est un pin qui est adapté au climat froid, et donc qui a été utilisé, transformé
a été utilisé pour produire des torches, pour éclairer donc les artistes, les visiteurs préhistoriques de la grotte, et donc produire aussi des fusains. Donc, c'est ce que nous avons fait, reproduire en fait ces fusains de charbon. On les voit là en cours d'utilisation dans l'atelier. Et grâce à quelques, on va dire, petits secrets d'atelier, quelques petits trucs, on a été capable, en fait, de... À gauche, vous avez le dessin original de cette tête de lion. À droite, je suis en train d'essayer de le recopier, on va dire, de le copier. Et vous voyez qu'il y a tout un travail assez complexe hein, de ce qu'on appelle l'estompe, c'est-à-dire, ça existe encore aujourd'hui, hein, ça consiste à faire un trait au fusain, et ensuite, avec l'extrémité des doigts, de venir ici repasser, étaler très délicatement le fusain, suivant, là vous voyez sur toute la tête, ça donne un volume, hein, ça fait une sorte là aussi, de troisième dimension que l'on donne à un dessin. Vous voyez ici donc que j'ai essayé de reproduire donc, dans les moindres détails. L'un des panneaux les plus importants qu'on avait à faire était ce panneau des lions, hein, qui reproduit en fait à la manière préhistorique une scène de chasse. Vous avez sur la droite une troupe de lions hein, qui regardent tous dans la même direction, et sur la gauche, vous avez des bisons qui essaient de leur échapper en courant sur la gauche aussi, et certains se tournent vers nous et regardent de face, hein, on va dire le spectateur. Là, vous avez les cornes et les yeux de part et d'autre. Il y a 4 têtes superposées. C'est un panneau absolument remarquable qui est construit ici entre 2 arêtes rocheuses, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et donc, j'ai essayé là aussi de comprendre comment s'étaient passées les différentes superpositions et donc de reproduire progressivement les choses comme je pense qu'elles avaient pu se passer. Et donc, on a pu comme ça reconstituer l'ordre de succession de ces animaux en respectant hein, à chaque fois, vous voyez qu'ils sont tous différents. Hein, ils ont tous un air de famille, mais ils sont tous différents, ils sont tous typés. Ce sont vraiment des sortes de personnalités. Et là, vous avez donc la photo de la grotte de l'œuvre originale, et là, la copie. Donc, on peut s'amuser au jeu des 7 erreurs. Hein. Il y a toujours, comme il s'agit souvent d'œuvres assez dynamiques, on va dire, assez basées sur la rapidité et le talent lié au geste, il faut, lorsqu'on copie, on est un peu contraint de suivre le même chemin. Sinon, le risque, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement mort, c'est-à-dire qui a perdu cette espèce d'énergie vitale qu'on perçoit encore nettement hein, dans ces dessins extrêmement anciens. Et donc, voici le panneau terminé. C'était très, très imposant. Hein, donc, avec mon collègue Bernard Toffoletti et David Sartre-Doublet, donc qui étaient, on va dire, mes adjoints, mes collaborateurs sur ce projet-là. Et donc, ça a permis, donc, une fois qu'on a eu terminé tout ça, il restait la phase évidemment la plus délicate, c'est-à-dire les démonter, puisque donc on avait bien sûr, Bernard étant un spécialiste du décor de cinéma, il nous avait inventé disons une recette de pré-découpe par l'arrière des panneaux, qui faisait que finalement, les joints allaient en gros se libérer d'eux-mêmes et éviter donc d'avoir trop de réparation, de restauration à faire sur place. Parce que il est évident que vous avez compris que ces panneaux étaient réalisés en atelier et qu'il allait à Toulouse et qu'il allait falloir les transporter sur site en Ardèche. Donc en camion, voilà, ça a été une épopée aussi, puisqu'il a fallu faire un transport spécial, etc. Et une fois arrivé sur place, bien sûr, ça se passait dans le courant des années 2013-2014, le chantier de la grotte lui-même avançait, c'est-à-dire la grotte géologique, sans les dessins. Les fameux 3000 mètres carrés de surface. Et progressivement, là, voilà, on doit être au début de l'année 2015, donc peu avant l'ouverture, on voit qu'il y a des vastes espaces où il n'y a pas de dessin, mais qui sont indispensables pour reconstituer cette ambiance. Et là, on voit l'arrivée des panneaux aussi bien
le panneau des chevaux en haut, ici, que le panneau des lions, au moment où ils sont insérés, on va dire, dans la matrice géologique. Alors voilà, vous pouvez voir qu'on est quand même arrivé assez proche de la restitution de l'ambiance, puisque en haut, vous avez la grotte Chauvet originale, si on peut dire, et en bas, vous avez la copie. Donc on est quand même, je pense, pas trop loin de l'original. Voilà, idem pour la salle, le panneau des lions, donc la salle du fond. Alors, j'en viens maintenant à un deuxième cas d'étude, qui est celui de la grotte Cosquer, qui a été la réplique de la grotte Cosquer, qui a été inaugurée, ouverte au public au début du mois de juin cette année, et qui connaît un énorme succès, puisque je crois qu'on a déjà dépassé les 500 000 visiteurs. Alors, comme je vous l'ai dit au début, cette grotte, elle a une particularité, hein, elle est noyée. Bon, elle n'était pas comme ça à l'époque, hein. Elle date par rapport à la grotte Chauvet, elle est un peu plus récente, on va dire qu'elle a 6000 ans de moins pour sa phase la plus ancienne, elle a été occupée en gros entre 19 et 30 000, quelque chose comme ça, ce qui est déjà considérable. Et là, vous voyez, à la fois c'est assez magnifique comme image, mais c'est assez dramatique. Vous voyez que l'eau atteint presque les chevaux, et parfois, avec les mouvements de marée qu'il y a à l'intérieur de la grotte, ils sont complètement recouverts. Donc, ils sont, à terme, il est certain, condamnés. Et alors, cette grotte, elle est aujourd'hui immergée, menacée, enfin, condamnée à moyen ou long terme, et donc il était important de la reproduire, et pourtant, elle présente aussi des contraintes bien plus fortes que la grotte Chauvet, par exemple, qui était assez vaste, avec de gros volumes, etc., dans lesquels on pouvait facilement se déplacer. La grotte Cosquer, c'est une succession de petits espaces. Vous voyez là la position du plongeur, là, hein, c'est le même endroit que vous avez ici en bas, hein. Là, vous reconnaissez peut-être ce cheval-là qu'on va retrouver ici, hein, en bas à droite de l'écran. Donc, vous voyez, ça, la distance est de l'ordre de 60 à 80 cm. Hein, quelqu'un qui est couché sur le dos et qui tend un bras, voilà, à hauteur de dessin. Et ce n'est pas le seul endroit comme ça. Il y a une autre difficulté qui est la majorité des dessins de la grotte Cosquer sont des gravures. Les gravures, ce sont des dessins qui sont faits avec des silex, avec un objet, on va dire, avec une pointe, et donc qui souvent ont retrouvé une patine avec le temps, et donc ne se distinguent plus de la couleur de la paroi actuelle. Et donc, la seule manière de les voir, c'est de créer des lumières rasantes qui vont créer des ombres, avec un bord éclairé, un bord dans l'ombre, et comme ça, on les voit enfin apparaître. Vous avez par exemple cette magnifique tête de taureau au centre. Vous avez aussi une des spécificités de cette grotte, un phoque, hein, ici à gauche, qui est beaucoup moins habilement dessiné que le taureau. Là, vous avez les moustaches, mais le corps allongé, la queue, la nageoire caudale, et là, la nageoire pectorale. Là, vous avez un phallus aussi, qui est une représentation rare, et une autre représentation sexuelle stylisée, hein, de sexe féminin. Et là, probablement, alors on ne sait pas si c'est un poisson ou une silhouette de femme. Alors, la contrepartie aussi, heureusement pour nous, il y a un excellent état de conservation, que ce soit pour les noirs, les rouges, les empreintes de main, ou pour certaines gravures qui ont gardé quand même une certaine lisibilité. Alors, le lieu, au contraire de la grotte, la différence, pardon, de la grotte Chauvet, il a fallu cette fois-ci utiliser un bâtiment existant, qui est le bâtiment de la Villa Méditerranée, qui se trouve donc sur le port de Marseille, tout à côté du Mucem. Et donc avec donc un endroit extrêmement prestigieux aussi, magnifique, hein, très bien fréquenté par les touristes. Nous avons remonté une équipe, et d'ailleurs c'est la même, il faut dire, pratiquement. Hein. Vous reconnaissez ici AB, Archeos, Décodiffusion, Gilles Tozello, voilà. Et donc on a le groupe chargé, le maître d'œuvre n'est plus Vinci, cette fois-ci c'est Eiffage, c'est un autre géant, on va dire, du bâtiment et des BTP. Et voilà, et donc il y a un scénographe, et
Et donc, on a remporté cet appel d'offres en 2019. Et on a fait aussi, chose étonnante, on a fait tout ce travail, on va dire, préparatoire à l'ouverture, en pleine période de confinement. Donc, ça veut dire que, heureusement pour nous, qu'on se connaissait et que on connaissait d'avance les processus, la chronologie du chantier, etc., les tâches que chacun avait à faire, puisque donc on a reproduit, si vous voulez, la même méthodologie que pour Chauvet. Et donc, ça nous a permis, en l'absence complète de contact et de réunion, on va dire, de contact physique et de réunion, ça nous a permis quand même d'avancer et de respecter les délais. Alors là, évidemment, on avait aussi la 3D disponible, qui a été acquise dans des conditions très, très compliquées. Et il faut saluer le travail ici de ces sociétés, Fugro et Medra, qui ont vraiment fait un travail fantastique pour essayer de garder, sauver l'image, hein, au moins numérique, sous forme numérique de la grotte Cosquer. Alors c'est une grotte qui fait environ un peu plus de 3000 mètres carrés dans la partie préservée, hein, celle qui est restée hors d'eau, et donc on disposait d'à peu près la moitié d'espace disponible, de surface disponible dans le bâtiment, dans la Villa Méditerranée. Et donc, il a fallu resserrer, recomposer le parcours. Vous avez ici le plan original de la grotte, et là, vous avez le plan de la Villa Méditerranée avec le parcours. Et donc, il a fallu faire des choix. Hein. On n'a que 160 mètres carrés d'art pariétal, c'est probablement 70% de ce qui existe. Et on a privilégié évidemment les dessins les plus visibles, les empreintes de main, tout ce qui était de perception assez facile. Parce que, bien sûr qu'il y a pas mal de gravures, mais ces gravures, elles restent quand même, vous le verrez d'ailleurs, elles restent difficiles à percevoir. Alors, le parcours fait environ 200 mètres carrés, ça dure 35 minutes. Il y a une autre particularité, alors que le parcours, par exemple, dans la réplique, que ça soit Chauvet d'ailleurs ou Lascaux 4, ça se fait à pied avec un guide, alors par groupe, alors que là, disons que les muséographes ont fait un choix qui m'a paru quelque peu surprenant au début, afin de maîtriser, on va dire, les flux de visiteurs et d'être sûr qu'on ne reste pas trop longtemps à faire ce parcours. Ils ont proposé d'utiliser des véhicules électriques, silencieux, autopropulsés, si j'ose dire, et qui tournent sur eux-mêmes à 360 degrés, et donc qui sont des incroyables bijoux de technologie. Et vous verrez que ça marche pas mal du tout. Et donc là, je vous propose une vue d'ensemble donc des différents panneaux qui ont été reproduits, qui sont situés sur le plan. Vous voyez on en a sélectionné à peu près partout, tout le long du parcours. On a privilégié donc les dessins noirs. Hein. Ici, vous avez un mégacéros, les petits chevaux qui sont là. Là, on a les pingouins. On a les empreintes de main qui sont là, les mains rouges. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Voilà, et les mains noires qui sont là. Et donc, je vais vous rappeler, en fait, puisque la méthodologie est très voisine, hein, c'est un peu plus, on va dire, un peu particulier, puisque là, on travaillait sur une grotte que je n'avais jamais vue, que personne parmi nous n'avait jamais vue. Donc, il est évident que pour arriver à un résultat acceptable, correct, c'est qu'il faut piocher, en fait, dans son expérience personnelle. Hein, et dans la grotte Cosquer, elle est originale, c'est une grotte qui a sa personnalité, chacune des grottes ornées paléolithiques a la sienne, mais néanmoins, c'est une paroi calcaire, il y a des dépôts de calcite, vous voyez, c'est des gravures faites au silex, des dessins qui sont faits au charbon, donc on a quand même un corpus, hein, une expérience, on va dire, par rapport aux matériaux et aux thèmes. Voilà, donc l'équipe qui travaillait à Toulouse, hein, David et Bernard, et cette fois-ci, on a presque atteint la parité, nous avions Lorena avec nous, et donc on a fait un travail, vraiment, ça a été très, très agréable aussi à faire. Alors, le procédé est le même, hein, je passe rapidement, c'est-à-dire
à partir du nuage de points, des fichiers 3D, on les fait fraiser, on les moule, on fait des tirages, et ensuite, on réutilise le fichier 3D, photo, texturé de photos, qu'on va projeter sur la coque vierge. Vous voyez aussi bien là, hein, la coque à moitié vierge, et là aussi, hein, le fichier avec les photos qui est projeté et recalé exactement sur la coque vierge, de façon à pouvoir non seulement replacer les gravures, les dessins, mais aussi tout ce qui est calcite, argile, etc. Tout ce qui est utile, hein, et qui sera reproduit. Donc voilà, on retrouve les fusains. Il y a aussi, alors au contraire de Chauvet, où il y a quand même, il y a, je crois, 72 représentations de félins, là on en a un unique ici. Il y a pas mal de chevaux à Cosquer. Et alors, une des difficultés, je parlais des gravures aussi, hein, donc vous avez les gravures originales à gauche et puis les copies à droite. Il faut essayer, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup utilisé de documentation photographique, de toute nature, d'ailleurs, de toute source, parce que cela permettait d'avoir différents angles, différentes d'informations, disons, de se faire une idée beaucoup plus précise sur la profondeur d'un trait, sur parfois la présence d'un trait extrêmement fin qu'on ne voit pas sur une photo, mais qu'on voit sur une autre, etc. Et donc, avec un des panneaux que j'ai préféré, c'est-à-dire celui de l'homme tué, qui représente ici, sur la gauche, vous voyez la silhouette en question, c'est un personnage très schématique, qui est couché sur le dos, son bras, il a un très grand bras avec une main, une jambe relevée, il est à l'horizontale, il a des moustaches, exactement comme les phoques, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis les dessins de phoques à côté. Et il est transpercé par ce trait que j'ai représenté en bleu ici, qui est une sorte de de harpon, enfin quelque chose qui le traverse de part en part, et on se doute qu'il est, s'il est dans cette position, c'est parce qu'il est à l'agonie, quoi, ou déjà mort. Et on voit que c'est peut-être plus qu'un homme, c'est peut-être une sorte d'homme phoque, d'un être hybride, quelque chose qui, un esprit de l'océan, quelque chose comme ça. Et sur ce panneau, il y a d'autres gravures. Il y a aussi une particularité de cette grotte, c'est ces rectangles, hein, qu'on appelle des signes géométriques, qui sont totalement hermétiques dans leur signification. Déjà, on a du mal avec les animaux, mais alors là, quand on tombe dans quelque chose qui est un signe aussi, on va dire, conventionnel, aussi simple que ça, on peut y mettre le sens qu'on veut derrière. Mais vous avez ici une tête de cheval, là, vous avez un très beau cerf, hein. Donc les gravures finissent quand même par se voir. Là, vous avez un cheval qui est représenté la tête en bas avec un petit phoque à l'intérieur. Et toujours le côté très exubérant du support géologique. Vous voyez ces couleurs magnifiques, ces remplissages d'argile qui sont souvent recouverts d'argile très rouge qui est recouverte de calcite. Donc ça brille, c'est très humide et c'est très fort sur les photos. Et évidemment, l'une des stars de la grotte, les stars de la grotte sont les pingouins, les 3 pingouins, dont 2 s'affrontent, là, peut-être 2 mâles qui se préparent à se battre. Hein, quand on identifie les pingouins à cette silhouette très particulière, hein, avec le ventre blanc, le dos plus foncé, et évidemment les ailes. Alors, c'est une espèce qui a disparu, qui s'appelle le grand pingouin, qui était un oiseau qui ne pouvait pas voler. Donc, il a disparu il n'y a pas très très longtemps, hein, au début du 19e siècle. Le voilà, d'ailleurs, il y en a quelques exemplaires naturalisés, hein, dans certains muséums. Donc, il a été exterminé par les baleiniers qui en profitaient pour se servir sur ces populations d'oiseaux qui étaient très fragiles puisqu'ils ne pouvaient pas partir en volant. Une autre spécialité de la grotte Cosquer, ce sont ses empreintes de main. Il y en a une 60aine. Des rouges et des noirs, et nous, on avait en charge de faire le panneau des mains rouges, qui est un panneau très complexe dans sa forme, avec des rentrants, des saillants.
et qu'on a été obligé, pour des raisons de dimension, parce qu'il fait plus d'une douzaine de mètres de long, de séparer en petits morceaux, qu'il a fallu après, que Bernard a dû transporter, et qu'il a fallu réassembler sur place. Voilà, la main, Henri Cosquer dit que c'est cette main qu'il a vue pour la première fois, qui lui a permis de reconnaître en fait des dessins, la présence, le passage des hommes préhistoriques dans cette grotte. Et donc, cette manière de représenter les empreintes de main, elle est bien connue dans la préhistoire. Hein. Ça se fait, là, on sait que ça a été fait avec la bouche parce qu'on a des gros postillons. Et c'est probablement de l'argile qui a été utilisée à mélanger à de l'eau et qui ensuite a été crachée, comme je vous ai fait un dessin d'illustration, le personnage à droite. Bon, nous, on a essayé diverses méthodes, ça n'a pas vraiment marché. Donc, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, classique. Hein, et donc, on a reproduit les postillons, cette fois-ci, presque un par un, parce que il n'y avait pas d'autre solution. Et là, on a aussi dans la grotte une autre particularité, c'est, vous voyez, toutes ces empreintes, ces sillons parallèles hein, qui se croisent dans tous les sens, ce sont des tracés digitaux, c'est-à-dire des signes, des traces qui ont été laissées par des mains qui parcourent la paroi humide et le calcaire en surface est légèrement malléable. Et donc, ça se travaille un peu, j'allais dire, comme de l'argile, quoi, voilà. Sauf que en enlevant la pellicule superficielle, on retrouve le blanc du calcaire. Et donc, il y a par-dessus ces dessins, ces tracés digitaux, il y a eu des empreintes de main. Là, il y a même eu une projection hein, d'argile à nouveau, là, qui se trouve à plus de 3 mètres de haut. Il y a aussi des empreintes de main, vous voyez, avec des doigts plus ou moins courts, repliés. Et il y a toujours on a passé énormément de temps, Lorena notamment, à reproduire le support de ces dessins, hein, parce qu'on s'est aperçu que finalement, plus la restitution de la paroi est crédible et réaliste, et plus les dessins que la paroi, la réplique porte sont eux-mêmes, deviennent de plus en plus crédibles et réalistes. Une autre particularité toujours de Cosquer, ce sont, vous voyez, cette main étrange qui est faite avec les doigts. On voit ici clairement que les doigts ont été repliés sur la paroi. Et on voit bien les différents spots hein, de soufflage qui se sont déplacés tout autour de la main. Un peu comme on ferait avec une bombe de peinture. Là aussi, il y a une particularité de cette main. Comme vous voyez, il y a une main rouge qui a été faite. Et elle a été ensuite presque entièrement détruite, pas à l'époque préhistorique, mais à une époque bien postérieure. On pense que c'est peut-être ceux qui sont passés 10 000 ans plus tard, qui ont fait une partie des dessins noirs, qui sont peut-être à l'origine de ces destructions. Alors, une fois que les panneaux ont été terminés, ben, il a fallu évidemment les ramener sur place, comme pour Chauvet. On a retrouvé l'ambiance de chantier. Là aussi, les équipes sur le terrain font un travail assez fantastique, hein, parce que nous, on travaille, on va dire, dans la sécurité, le confort d'un atelier, mais eux, les sculpteurs, les modeleurs, travaillent dans l'ambiance d'un chantier BTP, quoi. Et donc, vous voyez, c'est assez, finalement, c'est à la fois technologiquement avancé, mais après coup, très artisanal, parce que la 3D va permettre de réaliser des chips, c'est-à-dire en fait des écailles, hein, on parlait à Chauvet, on a parlé d'écailles, maintenant on parle de chips, ça revient à peu près au même, qui sont formés de grilles, hein, une sorte de squelette métallique sur laquelle on va venir projeter hein, des couches de béton, plusieurs, une première d'accroche et puis plusieurs autres successives qui vont permettre de progressivement faire un modelage de plus en plus fin de la paroi. Et après, donc vous voyez progressivement, le travail s'affine, on peut aller extrêmement loin dans le modelage, même avant toute mise en teinte, pour montrer, là aussi il y avait l'intervention d'un géologue, hein, un spécialiste qui a conseillé les équipes sur place. Là vous avez ces formations hein,
de disques, là, les unes sur les autres, qui sont très remarquables. Et là, les concrétions, alors ces concrétions de stalactites et stalagmites, parfois assez translucides, ont été faites en grande partie à Paris, en atelier. Ils ont ensuite été installés sur place. Et nous, évidemment, vous voyez, on s'est retrouvé avec le même... bon, on avait déjà moins d'angoisse parce qu'il y avait déjà le chantier précédent qui nous avait rassurés. Et là, vous avez la mise en place du panneau, donc des pingouins, dans l'ensemble de la paroi, de la voûte. Et donc, une fois les panneaux réinstallés, je vous ai dit qu'il restait la question de ces gravures. Comment faire pour que les visiteurs les voient? Et donc, les muséographes ont proposé la projection, on va dire, éphémère, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la visite et qu'on regarde les panneaux, donc on voit apparaître la trace lumineuse du dessin qui ensuite s'éteint et qu'on doit pouvoir comme ça un peu mieux percevoir. Une fois que vous avez repéré le cheval là, vous arrivez sans doute à mieux le lire ici. Voilà. C'est un peu l'idée, ou là. Voilà. Celui qui est ici voilà, est représenté ici. Et voilà. Et après, il y a évidemment donc la possibilité d'éclairer tout ça, puisque dans une grotte, évidemment, ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est la lumière qui va le faire. Et donc là, la lumière était extrêmement importante. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était aussi de regarder 30 secondes de vidéo. Donc, je vais essayer de vous le faire vivre. Je crois que c'était là. Je cherche. Bon. Je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de Zoom. Je confirme qu'on voit votre partage d'écran. Vous le voyez? Oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais j'arrive pas à passer en plein écran. Très bien, on le voit très bien comme ça, je vous dirais. Comment? Je pense qu'on le voit bien comme ça, vous pouvez lancer Ah la bon? vidéo. Oui. Donc, vous voyez que c'est extrêmement confortable, hein, ces petits véhicules. Donc, je vais reprendre le partage pour finir. Voilà. Donc, je voulais simplement maintenant, pour finir, montrer, on a vu deux applications, on va dire, très classiques hein, d'un facsimilé de grotte ornée, que ce soit Chauvet ou Cosquer, et donc qui sont destinés à reproduire, hein, comme je dis, le plus possible l'ambiance de la grotte originale, ses volumes, ses concrétions, son humidité, etc. Mais il m'est arrivé, j'ai même commencé par ça il y a quelques années, l'opportunité de reproduire un panneau de grotte que nous étions en train d'étudier dans les Pyrénées, qui est une grotte extrêmement, qui n'est pas très ancienne, qui a seulement 18 000 ans, si on peut dire, qui est la grotte donc, de Marsoulas, qui se trouve à environ 80 km au sud-ouest de Toulouse, au piémont des Pyrénées. Et donc, cette grotte ça a été la première grotte ornée découverte dans les Pyrénées en 1897. Elle a été par la suite extrêmement visitée, hein, de manière très désordonnée. Et elle est aujourd'hui, j'en parlais en introduction hein, de la soirée, c'est un des plus beaux malheureux exemples, on va dire,
ce destin tragique des grottes qui sont abîmées, on va dire, à la fois par la nature, mais surtout par l'intervention de nos contemporains, enfin, en l'occurrence, surtout tout au long du XXe siècle. Et donc, il y a dans cette grotte un très grand panneau que vous voyez ici, là, et qui doit faire 7 à 8 mètres de long et 3 mètres de haut, qui reproduit donc des animaux qui avaient à l'origine, qui portaient des animaux extrêmement intéressants, hein, impressionnants, noirs et rouges, dans le style de la grotte d'Altamira, pour ceux qui connaissent. Et vous voyez aujourd'hui dans quel état il se trouve. Il y a eu, ça c'est un graffiti au noir de fumée, il y a eu des morceaux qui ont été enlevés, la tête là, a été victime de jets de pierre et probablement avec des clous, des pics, etc. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées, ce qui fait que le panneau dans son état actuel est bien moins spectaculaire que ce qu'il a été dans le passé. Et donc, à l'occasion d'une exposition qui devait être temporaire, puis finalement est devenue permanente, au parc de la préhistoire à Tarascon, en Ariège, le Conseil général de l'Ariège, donc il y a une quinzaine d'années, a souhaité donc qu'on fasse la reproduction de ce panneau. Mais évidemment, on ne pouvait pas le faire dans l'état où il est aujourd'hui, parce que c'était plutôt déprimant. Et donc, on avait suffisamment avancé l'étude pour proposer d'en faire une restauration, entre guillemets, sur le facsimilé. C'est-à-dire d'imaginer à partir de toutes les données, des destructions subies et enregistrées aujourd'hui, et aussi donc de ce qui restait au niveau des pigments, noirs et rouges, et des gravures, de proposer une sorte de remonter le temps et de restaurer l'état du panneau tel qu'il fut il y a 18 000 ans. Alors, on a pris, par exemple, je vous prends l'exemple de cette partie droite du panneau, qui est la partie qui a le plus souffert. Hein. Là, voilà, aujourd'hui, on voit pratiquement rien, on voit plus que ce bison noir là qui a les cornes ici. Il y en avait un très grand en dessous, mais on devine à peine quelques traces de noir par-ci, par-là. Et on a surtout ce gros personnage là, avec ce gros nez, ses lunettes, qui est extrêmement visible. Donc, voilà ce qu'on a pu enregistrer au niveau de l'étude, c'est-à-dire le pigment, toutes les traces de pigment noir que vous avez. On voit encore, on s'aperçoit que malgré tout, après un lent déchiffrement qui a pris plusieurs semaines de travail, on arrive quand même à percevoir, on va dire, en pointillé, hein, vous voyez là ce grand bison avec ses pattes gravées, la ligne de ventre, ici encore une marque de noir au niveau de la cuisse, les pattes avant, tout ça a disparu, mais il reste encore pas mal d'infos sur la tête, l'œil, les 2 cornes, l'oreille, etc. Là, il y avait une crinière, et celui-là est encore pas en meilleur état que son voisin, qui est constitué on va dire, de quantité de points noirs. Hein, c'est très original comme style. Donc voilà ce qui se passe quand on enlève, on va dire, les destructions contemporaines. Voilà ce qui reste des tracés d'origine. Et voilà ce qu'on a pu reproposer. Alors évidemment, il y a un côté un peu surprenant, hein. Mais finalement, je n'ai pas ajouté énormément de choses. C'est-à-dire que je suis parti du principe que, voilà, ici, on a du pigment qui vient recouvrir les pattes, et donc il y avait des chances, on a un peu de noir ici aussi, donc que les pattes avant l'aient été aussi, qu'on rejoignait ici le fanon, et qu'on pouvait donc avoir, en se basant aussi sur d'autres œuvres moins abîmées de la grotte, on a pu proposer voilà, quelque chose comme ça. Évidemment, ça surprend, mais ça donne certainement une meilleure image de ce qu'a été le panneau que l'état dans lequel il est aujourd'hui. Le voici donc installé, hein, donc il a retrouvé une espèce de lustre qu'il avait perdu. Et ça, bon, évidemment, on peut peut-être pas le faire partout et c'est peut-être pas nécessaire de le faire, mais il nous a semblé que c'était utile de pouvoir le faire dans ce cas-là. Et c'est en tout cas une des fonctions finalement les plus originales, peut-être aussi les plus pédagogiques qu'on peut trouver à ces facsimilés de grottes. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.
C'est nous qui vous remercions parce que vous nous avez permis d'aller dans des endroits où nous ne pourrons jamais aller et de passer dans les coulisses pour connaître des métiers qu'on ignore aussi et des techniques qu'on ne connaît pas et qui vont vous permettre et qui vous ont permis de transmettre aux générations futures toutes ces choses absolument magnifiques, toutes ces peintures qui sont très émouvantes quand on imagine que ce sont des hommes, peut-être des femmes qui ont réalisé cela, et avec une maîtrise absolument extraordinaire. Alors, un certain nombre de questions sont arrivées et d'autres aussi. Alors, je vais vous les poser successivement. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt du côté de l'histoire de l'art et des sensibilités, et d'autres qui sont du côté des techniques. Alors, je vais peut-être commencer par celle d'histoire de l'art. C'est moi qui vous les pose. Elles me sont venues comme ça parce que je crois qu'elles sont importantes pour reposer un certain nombre de notions. La première, c'est pour parler des peintures pariétales, préhistoriques et de ceux qui les ont réalisées. On parle d'art et on parle d'artiste. Or, l'usage de ces mots est anachronique à une époque où on sait ces hommes et ces femmes n'avaient certainement pas conscience de faire des œuvres d'art. C'est une notion récente, Malraux l'a bien montré dans ses écrits sur l'art. Alors, vous, Gilles, que pensez-vous de cette métamorphose, pour reprendre le terme de Malraux, métamorphose en œuvre d'art par notre regard d'aujourd'hui, notre relation aux œuvres du passé, que ce regard que nous portons sur ces peintures? Ça, c'est une question très pertinente. J'ai souvent l'occasion de faire, me semble-t-il, une sorte de mise au point sémantique sur le sens des mots. C'est vrai que le mot artiste c'est un mot valise, c'est le mot le plus pratique qu'on a trouvé finalement pour parler des auteurs de ces œuvres, parce que je pense que vous en conviendrez facilement, elles ont un contenu artistique dans la mesure où finalement tout le monde s'accorde à le dire. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que il est difficile de dire quand on voit la grotte de Lascaux, Chauvet ou d'autres, de penser d'abord que c'est pas de l'art. Bon. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, donc ça on va dire c'est le côté positif de la proposition, mais une fois qu'on a dit ça, il faut se méfier de tout ce que contient le mot art à notre époque et le mot artiste. Où on vit une époque où il y a depuis un certain temps maintenant, peut-être depuis la Renaissance, je pense, où l'artiste cherche avant tout à affirmer un ego, à affirmer une personnalité, un style particulier, à se démarquer des autres, des concurrents, des collègues, etc., des prédécesseurs, et donc à laisser sa marque, et son nom surtout. Et donc, alors que dans la préhistoire, évidemment, on a affaire à des artistes complètement anonymes, mais il faut penser qu'à cette époque-là, on vit dans une société de type traditionnel. Ce sont des chasseurs, cueilleurs, nomades. Ça a duré, l'art de la préhistoire, il a duré 30 000 ans. Donc, dans notre histoire, c'est quelque chose de très, très important, de fondateur, on va dire, probablement de notre personnalité, de notre humanité, tout court. Mais donc, il faut penser que les artistes préhistoriques, ils travaillent, ils sont producteurs d'images à une époque où ils sont les seuls à les produire. C'est-à-dire que en dehors de la création dans des grottes ou sur des objets, il n'y a pas d'images produites par les hommes. Donc, la société exerce sur eux ou sur elles un contrôle complet. C'est-à-dire que ils ont bien sûr un style personnel, on le voit à travers les grottes, c'est toujours des animaux qui sont représentés, mais c'est jamais exactement le même style, la même façon de procéder, etc., les mêmes couleurs. Et donc, mais par contre, c'est la même thématique. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des règles, c'est-à-dire qu'en fait, qui s'imposaient à eux, et c'est probablement du côté peut-être de l'art du Moyen-Âge, je cherchais mes mots, l'art roman ou gothique, qu'il faut aller chercher des exemples. C'est-à-dire, on a eu l'expression de grands artistes, dont souvent on a perdu le nom, parce que ils étaient au service de l'Église, au service d'une foi, et ils étaient ils avaient des corporations, des guildes, etc., donc qui contrôlaient
le contenu presque idéologique de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils ne pouvaient pas créer en dehors de... Ils ne pouvaient pas s'exprimer par eux-mêmes en dehors de ce cadre-là. Et donc, la préhistoire, c'est ça. Ça explique aussi pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi les thèmes sont toujours un peu les mêmes, pourquoi il y a si peu de représentation humaine, parce que probablement il y avait l'interdiction, il y avait une interdiction forte de les représenter, de se représenter en tout cas. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est à la fois la partie artistique, au sens le plus noble du terme, mais bien penser que cette fonction de l'art et de l'artiste, elle est intégrée à une société qui le contrôle. Je vous remercie pour cette question, pour votre réponse à cette question qui rejoint une question qui a été posée par Aurélien. Et peut-être pourrez-vous préciser, avez-vous parfois décelé des techniques, des gestes, de petits détails qui pourraient laisser penser que certaines œuvres étaient du même artiste ou à défaut de la même école, au sens artistique du terme, ou inversement, pour des œuvres datées de la même époque, avez-vous décelé des indices indiquant la présence manifeste de plusieurs artistes? Alors oui, ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, particulièrement à Chauvet, parce qu'on a une grotte qui est extrêmement bien conservée, qui est très ancienne, dans laquelle on a beaucoup de dessins, et donc avec la même technique qui est souvent le fusain et l'estompe. Et donc, oui, ça m'est arrivé d'avoir vraiment, en comparant en l'occurrence, c'est des dessins de lions, hein, des cavernes, des têtes de lions, on a parfois l'impression qu'effectivement, en regardant, en analysant quantité de petits détails, la façon de faire les yeux, les oreilles, les moustaches, etc., on a l'impression que, effectivement, parfois, on peut aller plus loin que la simple attribution d'école, qu'on peut aller à l'attribution d'un même individu. Mais ce qu'il faut toujours contrebalancer, c'est que, je vais prendre l'exemple des rhinocéros de Chauvet. Les rhinocéros de Chauvet, il y en a 70 à peu près. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont dessinés avec les doigts, donc on pourrait dire blancs. Hein, ils sont faits en enlevant comme ça de la matière sur la paroi. Et il y en a qui sont rouges. Donc, on a on pourrait dire trois techniques différentes. Mais par contre, ils ont tous un air de famille. Ils ont les mêmes façons de faire les oreilles en double parenthèse. Ils ont les pattes en boule ou en pointe. Ils ont voilà un trait sur la joue, des marques sur le corps très reconnaissables, etc. Bon. Et le carbone 14 nous donne des balises, hein, des repères dans le temps de fréquentation de la grotte qui est entre 36 000 et 30 000. Donc, ces 70 images de rhinocéros, elles ont été faites sur ce laps de temps. Donc, évidemment que ce n'est pas la même main qui les a faites. Et donc, on peut compter, je crois que c'est 240 ou 250 générations. Donc, ça veut dire que au travers, donc, malgré le changement, malgré la succession des générations, le changement des individus, des personnalités, tout ce qu'on peut imaginer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de société traditionnelle au sens fort, la manière dont on dessinait les rhinocéros de la grotte Chauvet n'a pas changé. C'est ça qui est... C'est-à-dire que la technique a changé, la couleur a changé, mais pas l'image mentale. Donc ça veut dire que, en creux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans ces sociétés, il y a un apprentissage et qu'on se transmet un héritage, un savoir-faire d'une génération à une autre, etc. Et qu'on essaie de le faire en changeant le moins possible les choses. C'est ce que je dis souvent, quand à notre époque, on valorise tout ce qui est rapide, tout ce qui est changement, tout ça c'est positif. Tout ce qui reste inchangé a tendance à passer pour ennuyeux, enfin bon, c'est plutôt négatif. Bon. Dans le monde de la préhistoire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ce qui est valorisé, c'est ce qu'on reçoit des ancêtres et qu'on transmet, en changeant le moins possible de choses. Alors, l'innovation, elle existe,
Sinon, on serait probablement pas là. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des progrès techniques, il y a eu des changements dans l'art. Il y a eu à Chauvet, il y a des gens qui ont fait des œuvres uniques. Voilà, tout d'un coup. Mais on voit le fait qu'elles soient restées uniques montre que finalement, bon, ça a été toléré probablement, accepté, mais ça n'a pas rencontré l'adhésion. C'est-à-dire, bon, il y a par exemple, pour en revenir aux rhinocéros, dans la grotte Chauvet, normalement ils sont dessinés en noir sur la paroi, donc au trait noir sur un fond clair, on va dire. On a un exemple d'un rhinocéros qui est dessiné sur un fond noir, donc on a étalé du charbon avant, et puis ensuite l'artiste a fait un simple dessin comme ça, comme un unique trait, une unique gravure qui vient dessiner le profil, les oreilles, etc. Bon. C'est donc une sorte de rhinocéros en négatif. Eh ben, il est resté tout seul là aussi. Je pense que ça a été un essai, et alors ça n'a pas été autorisé, enfin, ça n'est pas passé à la postérité, donc ça n'a pas été transmis. Donc, oui, on a la possibilité, dans certains cas, d'approcher probablement le même individu à deux sur des œuvres différentes, mais on est toujours handicapé par le fait que il y a cette forte normalisation des esprits et des manières de faire. Alors justement, ça rejoint ma deuxième question, tout ce que vous venez de dire sur la pratique artistique, hein, c'est ainsi qu'on dirait aujourd'hui, de cette transmission jadis, et puis vous aujourd'hui en tant qu'artiste. Reproduire ces peintures suppose une distanciation, c'est ce que vous nous avez expliqué avec l'usage des techniques scientifiques de datation, de photographie, de recomposition en 3D. Pour autant, dans vos gestes d'artiste, quand vous reproduisez, et dans votre sensibilité d'artiste, et je pense que c'est encore plus fort dans le cas de la grotte de Marsoulas, où vous avez fait une reconstitution et pas simplement une sorte de reproduction, n'êtes-vous pas tenté, poussé à une identification avec ces peintres de la préhistoire lorsque vous restituez leurs gestes, lorsque vous vous glissez dans le geste de leurs mains? Ça, vous avez raison. Ça, c'est effectivement, alors, c'est une tentation. Je suis pas sûr d'y résister tout le temps. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est soi-même dessinateur, c'est extrêmement contraignant et frustrant de reproduire les gestes d'un autre. Et souvent, je pense à Chauvet et même à Cosquer, hein, on se trouve confronté. C'est là aussi qu'on voit que dans ces dessins préhistoriques, il y a une part culturelle, c'est-à-dire ils ont des façons de représenter ces animaux qui sont pas les miennes. C'est-à-dire il y a des choix qui sont faits que je comprends pas vraiment, mais que je dois honnêtement reproduire. C'est-à-dire je me trouve contraint à faire parfois des choses qui me plaisent pas trop, parce que je comprends pas pourquoi ça passe comme ça, pourquoi cette courbe est là, etc. Bon. Mais il m'est arrivé d'avoir à recommencer parce qu'effectivement, je faisais trop sentir ma propre personnalité. C'est-à-dire, c'était pas du Chauvet ou du Cosquer, c'était du Tosello. Donc, ça, c'est pas recommandé quoi dans cet exercice-là. Alors après, on trouve une sorte aussi de compensation dans le fait que c'est souvent tellement techniquement virtuose, si vous voulez, parce que on se rend même pas compte, mais moi, pour l'avoir essayé, je me rends compte. Vous prenez un charbon comme ça, hein, mais même pas un fusain du commerce, mais un bout de tison dans le foyer, et puis vous allez essayer de faire une courbe qui fait, parfois se déroule sur 1,20 m de long, et qui est parfaite dans son déroulé. C'est-à-dire, malgré les accidents de la paroi, malgré le côté imprévisible du rocher, parce qu'on n'est pas sur une toile, hein, on n'est pas sur un papier. Donc, il y a sans arrêt des petites anicroches, des fissures, des trucs qui dépassent, des bosses, etc. Et on voit ces courbes qui se déroulent de manière parfaite, quoi. C'est-à-dire, c'est là aussi que le terme d'artiste prend son importance. C'est-à-dire que souvent, on a affaire à des gens qui ne sont pas à leur coup d'essai. Tout n'est pas
faut pas exagérer dans le sens. Toute œuvre dans les grottes, y compris Chauvet ou Lascaux, toutes ne sont pas des chefs-d'œuvre. Mais il y a quand même une bonne part, un bon pourcentage d'œuvres qui sont, on va dire, de qualité extrême, quoi, enfin, de grande qualité. Alors, j'ai deux questions d'Olivier Mock. La première concerne le travail qui a été fait par les équipes et vous en particulier. Est-ce qu'il y a des travaux du même type qui existent ou ont existé à l'étranger? Est-ce qu'il y a eu des répliques de grottes à l'étranger comme vous l'avez fait chez nous? Alors, il y a eu, oui, en Espagne, il y a la grotte d'Altamira qui a été reproduite il y a même déjà longtemps, ça fait plus de 20 ans. Moi, personnellement, je suis allé la voir il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Je trouve que ça pêche un peu parce que ils ont utilisé des matériaux. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont employé, mais il y a un côté un peu factice. Parce que nous, on a utilisé, dans les deux cas, hein, dans les trois cas, même Marceau, c'est pareil, on a utilisé une résine acrylique, c'est-à-dire une sorte de plâtre de synthèse qui est un matériau absolument fabuleux parce que ça peut se mélanger à du sable, ça peut c'est une sorte de plastique, hein. Une fois que la polymérisation est achevée, c'est extrêmement solide, ça peut se transporter, c'est inerte, ça bouge pas dans le temps, etc. Donc c'est très très bien. Mais en plus, on peut le travailler comme on pourrait travailler de l'argile ou, vous voyez, ou du plâtre. C'est-à-dire qu'il y a tout un moment, par exemple 40 ou 50 minutes ou une heure, où on peut modeler, vous voyez, on peut intervenir. Donc on peut, en atelier, reproduire, par exemple, des malléabilités de surface, des humidités superficielles qui sont tout à fait magiques, qui ressemblent terriblement à la grotte, aux œuvres originales. Altamira, j'ai trouvé que... Alors c'est peut-être aussi avec le temps, hein, le regard devient plus critique, quoi. Mais je pense que ça a été fait à l'époque avec des matériaux qui n'étaient peut-être pas aussi performants que ceux qu'on a eus. Et ça garde... les couleurs m'ont semblé extrêmement fortes. Alors c'est vrai aussi qu'Altamira, c'est une grotte qui a beaucoup souffert, hein, donc probable aussi que ils ont voulu en donner une image très... Comme moi j'ai fait pour Marsoulas, une image un peu plus pétarde, un peu plus valorisante, quoi. En dehors d'Altamira, il y a une autre grotte en Espagne qui s'appelle Ecaïn, qui est une petite grotte du Pays Basque, espagnol. Et alors après, oui, il y a un grand site, toujours en Espagne, dans les Asturies, qui s'appelle Teverga, qui reproduit, alors ça c'est original, eux ils ont fait une espèce de morceau choisi, c'est-à-dire que il y a des panneaux de plusieurs grottes qui sont répartis sur un parcours. Et donc, c'est assez original parce que, évidemment, là, on ne cherche pas à restituer l'ambiance d'une grotte, mais plutôt la diversité, si vous voulez, des sites. Après, c'est vrai que c'est plutôt une spécialité française, me semble-t-il. Alors, il y a une question qui est dans la suite de ce que vous venez de dire. Elle est posée par Jean-Claude André. Est-ce que la technique des facsimilés a évolué depuis Lascaux 2? Alors, là aussi, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, oui, dans les matériaux, ça n'a plus rien à voir avec ce que on avait employé pour Lascaux 2. Lascaux 2, c'était des mortiers, du béton, enfin, c'était quelque chose de, on va dire, là aussi, de très sommaire, enfin, rude. Mais, quand on regarde comment ça a été fait, il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire, ils sont partis à l'époque, Lascaux a été enregistré par l'IGN, donc décomposé en courbe de niveau, parce qu'à l'époque, la 3D n'existait pas, on est à la fin des années 70. Et donc, c'était déjà très intéressant, c'est-à-dire que ça a permis de faire des coupes et des profils de la grotte, à espace, à intervalles réguliers, de façon à pouvoir ensuite reproduire des profils métalliques
des grilles, comme je vous ai montré, là, et ensuite à projeter le béton par-dessus. Donc, bien sûr que la 3D a complètement révolutionné tout ça, mais finalement, si on y réfléchit, le processus est un peu le même, sauf que eux le faisaient en 2D. Voilà, enfin, ils le faisaient, ils ont mis beaucoup plus de temps, c'était beaucoup plus, on va dire, artisanal, alors que maintenant, on commence à être rodé, quoi, si vous voulez. Parce que c'est vrai que, alors en atelier, on a découvert dans ces nouvelles résines, etc., donc qui ont permis des avancées spectaculaires. Mais c'est vrai que sur place aussi, pour la grotte elle-même, en Quessant, la grotte géologique, donc à chaque fois, ce sont des milliers de mètres carrés qu'il faut modeler, mettre en couleur, etc., faire des textures différentes. Là aussi, ils ont inventé, la société AB, qui a fait les deux facsimilés, a déposé des brevets, je crois. Hein. Donc, ils ont mis au point des mortiers, ils disent paysagers, je crois. Donc, ils sont des formules assez particulières qui leur permettent d'avoir ce côté un peu artistique, quoi. Alors, pour revenir sur la technique et l'excellence de ces dessins, hein, vous avez parlé tout à l'heure d'un dessin qui était fait comme avec un trait unique. Pierre Ollier vous pose la question suivante. Il semble que seuls les bons, entre guillemets, étaient autorisés à les dessiner dans ces sites. Ouais. Est-ce toujours le cas? A-t-on trouvé des brouillons ou des sites d'apprentissage? Ça, c'est une question difficile à répondre. Non, il n'y a pas que des bons. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, en matière d'art, disons que le regard a évolué. Ce qu'on considérait comme très maladroit il y a un siècle peut être considéré comme très beau aujourd'hui. Bon, donc le jugement esthétique ne vaut plus rien, n'a plus n'est plus intelligible. Voilà, bon, à mon avis. Et on peut plus parler comme ça. Donc, par contre, comme je vous l'ai déjà dit avant, c'est-à-dire si on se place dans un cadre d'art, on va dire soumis à des règles, un art inséré à des traditions, ce qui est le cas. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui arrivent à respecter la tradition, qui la transcendent, qui la transforment, qui arrivent à s'en imprégner complètement, et puis il y en a qui restent toujours un peu à la traîne et qui vont s'appliquer finalement à reproduire les canons, les détails, les codes graphiques qu'on leur a appris, mais sans vraiment que ça dépasse, ça atteigne le niveau esthétique. Mais ça c'est vraiment très subjectif. Alors, par contre, en matière d'art mobilier, c'est-à-dire des gravures qui sont faites sur des objets, on a pu démontrer là où ce sont par exemple, travailler de l'os avec des silex. Avec un silex, c'est extrêmement difficile parce que l'os est un matériau fibreux, un peu comme un bois très très dur, et le silex a tendance à s'ébrécher, et donc c'est un peu comme un menuisier ou un ébéniste qui ne saurait pas bien se servir de ses outils. Si le ciseau n'est pas employé dans le bon sens, au bon moment, si vous n'avez pas le bon geste, ça laisse des traces, et ça laisse des traces au niveau microscopique, c'est-à-dire qu'on a des accidents, on a des déroulés de traits qui sont moches, on a voilà des implantations de traits qui ne sont pas au bon endroit, etc. Donc là, on a pu au fil des recherches, caractériser des œuvres d'artistes accomplis, si vous voulez, de maîtres, et on a différentes étapes qui conduisent à vraiment des débutants. On l'a établi aussi dans d'autres domaines, comme celui de la taille du silex, où là aussi, la taille du silex, c'est encore, c'est pas de l'art, mais c'est presque un art aussi. Pour exploiter correctement un bloc de silex, il faut savoir le faire. C'est-à-dire, il faut porter les bons gestes au bon endroit, etc. Sinon, on s'épuise, on se tape sur les doigts et on massacre complètement le matériau. Donc là aussi, sur certains sites archéologiques, on a pu reconnaître, par exemple le site d'Étiole dans le bassin parisien,
hein, fréquenté au Magdalénien, il y a environ 12 à 14 000 ans, on a pu montrer qu'il y avait des tailles de silex qui étaient faites par des adultes accomplis, en pleine maîtrise de leur art, si vous voulez, et qu'à côté, vous aviez des jeunes, probablement, qui essayaient d'imiter les gestes des adultes, mais qui faisaient des produits voilà, qui étaient ratés. On voit bien que les coups sont portés un peu au hasard. Donc, on peut, dans certains cas, arriver à... Quand on est sur les parois d'une grotte, là, c'est plus compliqué, parce que c'est vrai que moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des différences de niveau, hein. Mais j'ai peine à croire que les parois des grottes aient été des brouillons, hein, qu'on ait autorisé. Alors là, je pense que votre auditeur, il a raison. Je ne crois pas qu'on ait été autorisé à faire n'importe quoi sur la paroi réelle, enfin la paroi originale de la grotte. Par contre, c'est vrai qu'au fil des générations, il y en a qui étaient plus ou moins doués, et ça se voit. Alors, justement, sur ces questions d'apprentissage ou pas, je vais reprendre une question posée par Aurélien. Est-ce qu'on a connaissance de lieux spécifiquement dédiés à ce type d'apprentissage? Enfin, je ne sais pas utiliser d'autres mots que celui qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas partout, dans tous les lieux où il y a eu des découvertes, ou bien est-ce que c'est localisé dans certains endroits? Ce qui voudrait dire que ces peintres, ces artistes, ces sculpteurs se sont déplacés. Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler d'un endroit qui soit dédié à l'apprentissage, mais par contre, je pense aussi que pour qu'on puisse reconnaître ces traces d'apprentissage, il faut déjà qu'il y ait assez d'œuvres, hein, vous voyez, qu'il y ait assez de production. Donc, il faut quand même un site assez riche. Et ensuite, il faut que les études aient été faites. Et ça, c'est pas gagné. C'est-à-dire que ce sont des études qui sont longues, parce qu'il faut regarder beaucoup de matériel, avec beaucoup de critères, etc. Il faut avoir des informations fiables. Donc, ça veut dire que, par exemple, il faut faire des expérimentations. On a une collègue en Espagne qui a fait faire ça par ses étudiants, une enseignante à l'université à Salamanque. Elle a pris des morceaux d'os et elle a demandé à des silex, elle a demandé à un certain nombre d'étudiants spontanément d'essayer de graver, voilà, sans aucune base, sans rien. Voilà. Et après, elle a essayé d'étudier au microscope toutes ces séries de productions pour les comparer à des collections d'objets préhistoriques. Et c'est là qu'on voit que les comparaisons sont difficiles parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas en tête le schéma d'un cheval ou d'un bison, ça c'est clair. On les voit pas tous les jours, on les a pas. Alors que les peuples de la préhistoire étaient environnés d'animaux, les côtoyaient, les chassaient, en vivaient en permanence. Donc c'est sûr qu'ils avaient ce rapport à l'animal tout à fait différent du nôtre. Et donc ça crée au niveau mental, hein, ça crée une sorte de grammaire, de bibliothèque de formes que après nous on n'a pas. Donc pour en revenir à votre question, je pense que il n'y a pas de centre d'apprentissage au sens où on aura eu une école, vous voyez, bon, qui aura ensuite diffusé. Donc ça, c'est un concept qui est trop contemporain. Et qui en plus n'est pas adapté à une société qui fonctionne en tout petit groupe, hein. Voilà, il faut penser que c'est la démographie de ces périodes-là, elle est tellement faible qu'on n'a jamais réussi à la caractériser. C'est-à-dire que on n'a aucune idée du nombre de personnes qui avaient non seulement en France, mais peut-être en Europe de l'Ouest, il y a 30 000 ans. Chaque fois que je lis une estimation, alors tout d'un coup on dira il y avait 1 million de personnes. Je cherche à savoir sur quoi ça repose. Les gens qui affirment des chiffres pareils ne donnent jamais les sources. Et donc, moi, j'ai peur que ça soit beaucoup moins que ça. C'est-à-dire, c'était des grands espaces où il y avait très peu d'humains et beaucoup d'animaux. Et donc, pendant très longtemps, ça a été notre environnement. Et donc là, pourquoi je dis ça? Parce que quand on fonctionne en petits groupes, il faut être quand même un peu autosuffisant, autonome. Donc, il faut savoir se débrouiller en
tailler du silex, chasser, fabriquer des armes, faire des dessins, enfin, tout ce qui est nécessaire à la vie du groupe devait se trouver à l'intérieur de ses membres. Et donc, alors, ça se compense aussi par le fait qu'il y avait les petits groupes pour qu'ils survivent, il faut nécessairement qu'ils se rencontrent avec d'autres et que vous ayez ce qu'on appelle un brassage génétique, c'est-à-dire il faut échanger, hein, on peut pas, un groupe de 20 personnes, s'ils se marient uniquement entre eux, au bout de X générations, je pense qu'ils finissent par disparaître. Donc il y a eu ces rencontres. Alors c'est peut-être là que se produisent aussi des événements très importants. Vous avez des personnes qui changent de groupe, qui se marient, etc. Et vous avez certainement aussi des jeunes qui voient des choses qui ne vous connaissent pas, etc. C'est l'occasion de parler avec des voisins, des étrangers, de rencontrer des manières de faire qui ne sont pas les nôtres, etc. Et ça peut expliquer aussi pourquoi par moment il y a des innovations qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que l'apprentissage se produit aussi dans ces moments-là. Très bien. Alors maintenant, deux questions qui sont peut-être plus fermées et plus techniques. La première est de Benoît Lermuseau. Peut-on voir la grotte en réalité virtuelle puisqu'on dispose du modèle 3D? Ah, peut-on voir la grotte virtuelle? Oui. Alors là, je ne sais pas comment vous répondre. Je sais qu'elle existe, puisque c'est le ministère de la Culture qui en dispose, on va dire. Je sais qu'ils vont l'utiliser, ils vont en utiliser des grandes parties pour la nouvelle campagne de recherche là, qui a dû démarrer cette année, puisqu'ils vont le lancement de la réplique finalement correspond aussi à une nouvelle étape de recherche dans la grotte. Il y a eu une phase antérieure, il y a quelques années avec Jean-Claude et Jean Courtin, mais qui s'est terminée il y a 15 ans. Et donc là, aujourd'hui, en plus, vu les menaces qui pèsent sur elle, il est temps de revenir dedans, tant qu'on peut. Mais je sais que donc, oui, la grotte virtuelle. Alors par contre, quand est-ce qu'elle sera disponible? Parce que le ministère de la Culture est un ministère extrêmement conservateur, lent et précautionneux, etc. Donc, avant qu'ils mettent à disposition de tout le monde, disons qu'ils sont très nouvelles technologies, mais je suis pas sûr qu'ils soient persuadés à les mettre à la disposition de tout le monde, malheureusement. Alors, on suivra l'actualité pour savoir quand est-ce que ça sera disponible. Il faut le demander, voilà. Voilà. Il faut faire remonter la demande. Bon, on note. Et il y a une autre question d'Olivier Mock qui est: trouve-t-on des traces d'ADN sur les parois? A-t-on trouvé des traces d'ADN sur les parois? Ça serait le rêve. Ah. Ça serait le rêve. Parce que à Chauvet, on y a pensé au tout début. Et après, on a été obligé de renoncer parce que, disons que le problème de l'ADN, c'est les sources de pollution. L'ADN ancien, hein, l'ADN fossile. D'abord, il se conserve dans des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire, généralement, il ne se conserve pas. Mais il peut arriver qu'il se conserve. Là, on pourrait avoir, par exemple, on a vu des projections de colorants par la bouche, donc avec de la salive, donc potentialité de conservation de l'ADN de l'auteur, ça c'est clair. Le problème, c'est que il faut racler, quoi. Il faut enlever. Et donc, c'est pour ça qu'à Chauvet, on s'en est aperçu, on s'est dit, bon, nous, il y a des tas par exemple, quand l'artiste a écrasé le fusain pour faire de l'estompe, c'est sûr qu'il a pu laisser des traces de sa peau, de la transpiration, voilà. Donc, là aussi, il y a potentialité d'ADN. Mais enfin, là, pour le coup, convaincre le ministère de la Culture qu'il faut racler plusieurs mètres de dessin pour... C'est impensable. C'est un peu sans espoir. Mais la question reste d'actualité parce que quand on voit les avancées spectaculaires qu'il y a eu sur l'ADN ancien, sur les origines de l'homme, etc., moi, je pense que c'est pas encore, la bataille n'est pas perdue. Peut-être que la grotte Cosquer, elle est perdue, comme j'ai dit, à moyen ou à long terme. De toute façon, elle est condamnée. Peut-être que on pourra faire le choix de sacrifier quelque chose
un morceau d'empreinte de main, en espérant, puisque la grotte un jour sera complètement immergée sous l'eau, peut-être qu'on pourra sacrifier ça pour essayer d'avoir l'identité un peu plus précise de l'auteur. C'est sûr que ça serait une grande avancée pour la connaissance scientifique Ah, que tout à de fait, oui. pouvoir voilà, avoir ces prélèvements. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a beaucoup de remerciements des personnes qui ont été passionnées par ce que vous avez dit, qui vous remercient et pour vos travaux et pour votre intervention. Et avant de rendre l'antenne, si je puis dire, peut-être une dernière question. Quel est l'avenir de ces travaux? Des miens? Non. Des vôtres et des équipes avec Ah. lesquelles vous faites du travail Ah, de on réflexion. est un peu comme des intermittents, c'est-à-dire qu'on se regroupe sur un projet. Mais entre les projets, chacun va que... Moi, je suis retourné à mes dessins. Voilà. Les uns et les autres sont repartis sur des tournages de cinéma. Et donc, il faudra attendre la prochaine grotte. J'espère qu'elle va arriver bientôt, mais je ne sais pas trop quand. Bon, mais on espère, on ne sait jamais, on découvre Merci. Merci tellement beaucoup. de choses nouvelles. Encore 1000 fois merci, c'était passionnant. On a découvert des choses qu'on pensait connaître. Et donc, à bientôt sans doute. Et chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir suivis, d'avoir été intéressés. Et bien, certainement à une autre soirée pour les découvrades avant la fin de cette session. Bonsoir. Au revoir.